Si tu passes à Milan, viens donc me voir, tu auras Ambroise pour voisin. Vicinus erit Ambrosius. C'est Pétrarque qui parle dans une lettre adressée à son ami le professeur de grammaire Moggio da Parma le 1er mai 1356. Depuis 3 ans, en effet, l'illustre humaniste a Ambroise pour hôte. Ambrosius hospes sum. L'expression revient à plusieurs reprises sous la plume de Pétrarque et ne le quitte plus même après son séjour milanais. Hôte d'Ambroise, ou plus précisément hôte de Giovanni Visconti, l'archevêque et seigneur de Milan, le mécène fastueux, habile politique, dont l'historiographie récente, et en particulier grâce aux travaux d'Alberto Cadilli, ne cesse de réévaluer le rôle. C'est lui l'un des héros du jour, de cette leçon, Giovanni Visconti, qui fut archevêque de Milan depuis 1317, co-seigneur en 1339, puis seigneur en 1349, jusqu'à sa mort en 1354. C'est de 1353 à 1361 que Pétrarque habite une maison juste en face de la basilique Sant'Ambrogio, et voilà pourquoi il peut promettre à son futur invité « Tu auras Ambroise comme voisin ». Sans doute faut-il prendre au sérieux cette emprise du lieu par l'aura du nom. La basilique Saint-Ambroise est Saint-Ambroise. C'est lui qui accueille le poète en son sein dès lors qu'il s'approche de l'église qui lui est dédiée. Je cite encore Pétrarque dans une autre de ses lettres. « Il n'y a que la basilique d'Ambroise qui sépare la maison que j'habite de la minuscule chapelle où Augustin fut baptisé », écrit-il en janvier 1354 à un autre de ses correspondants, de ses dédicataires, puisque nous avons vu ensemble que, d'une certaine manière, l'épistolaire ne tolérait que des dédicataires. On connaît l'influence des écrits d'Ambroise sur la pensée de Pétrarque, qui, d'une certaine manière, veut à Milan refaire le geste d'Augustin. Il se rêve avec Giovanni Visconti comme Augustin avec Ambroise. C'est-à-dire qu'au fond, il veut proposer à ce prince, à ce seigneur, une forme de baptême politique auquel il aspire, espérant que le Seigneur saura comprendre ce qu'il a à gagner à cette forme de consécration littéraire de son pouvoir. C'est bien donc un auctor, un auteur que Pétrarque côtoie, et de plus en plus assidûment d'ailleurs, à force de fréquenter la bibliothèque de l'église Saint-Ambroise de Milan, où se trouve une bonne partie des écrits d'Ambroise. Je cite une autre lettre de Pétrarque, toujours dans ces années-là. Mais ce commerce est aussi sensible et charnel, comme il l'écrit cette fois-ci à l'archevêque de Gênes Guido VII en 1357. Ainsi, mon très saint hôte qui, par sa présence corporelle et, je pense, par son soutien spirituel, m'offre beaucoup de consolation, m'évite aussi beaucoup d'ennuis et de tracas. Vous voyez comme il s'approche au fond de cet ami invisible, mort depuis longtemps, mais si cher à son cœur et qui lui permet, d'une certaine manière, de définir ce que c'est qu'un cœur littéraire. Cette impression de proximité physique avec un ami bien visible, quoique mort depuis longtemps, fait l'objet de sa très belle lettre à Francesco Nelli, datée du 23 août 1353, la 11e du livre 16 des Familières, que je vais vous lire un peu longuement dans sa belle traduction produite par André Lompré. « J'habite aux confins de la ville, dans sa partie ouest, près de la basilique de Saint-Ambroise. La maison est saine, elle est située à gauche de l'église. Devant elle, elle a vue sur le faîte de plomb du temple et les 2 tours de la façade. Derrière, sur les murailles de la ville, des champs verdoyants et les Alpes couvertes de neige en cette fin d'été. Cependant, le plus beau spectacle de tous, pourrais-je dire, est un tombeau. Je ne dirai pas à son sujet, comme Sénèque parlant de l'Africain, que je présume que ce fut le sépulcre d'un si grand homme. Je dis que je le sais. Et souvent, je lève les yeux, plein de respect, vers une image du saint. Sculptée dans la pierre et située tout en haut des murs, elle semble vivre et respirer, et la tradition rapporte qu'elle lui ressemble beaucoup.
Cela n'est pas une mince récompense pour ma venue ici. De fait, on ne saurait exprimer l'autorité de son visage, la majesté de son expression, la sérénité de son regard. La voix seule lui manque pour que nous voyions Ambroise vivant. Quelle est cette image ressemblante du saint dont parle Pétrarque? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un portrait ressemblant dès lors qu'on ne voit plus le visage qu'il représente? Cela, je vous le révélerai plus tard, de même que je vous dirai un jour ce que m'inspire cette manière de lever les yeux vers ce qui nous regarde, ce qui est très exactement la définition de l'aura par Walter Benjamin, soit une manière un peu digne de se soumettre à la domination. Ce que vous savez déjà, en revanche, c'est que ce qui rend Ambroise vivant est bien le rajeunissement de son souvenir par les luttes politiques, qui ouvrent le champ aux appropriations successives et conflictuelles des dépouilles de la mémoire comme autant de ressources identitaires pour la mobilisation collective. Les chanoines de Sant'Ambrogio se voulaient des entrepreneurs de cette mémoire, des stabilisateurs aussi. Ils défendent le lieu où s'ancre le souvenir. Vous vous en souvenez, mais vous vous souvenez également que ce qu'on avait vu il y a 15 jours, c'est qu'ils sont eux-mêmes pris par la politisation du souvenir ambrosien qui caractérise non seulement la conflictualité communale, mais la dispute constitutive de tout ordre politique. Pétrarque, vous l'avez entendu, évoque quelque chose comme la mise en spectacle du temps. Le paysage s'étale souverainement à l'horizon, au-dessus des faîtes des toits. Il fait récit non pas de l'indifférence hautaine de la nature, mais de l'effort des hommes pour s'en saisir poétiquement et politiquement. Car ce qu'il met en œuvre dans ce texte, c'est bien une politique de l'auteur. Pétrarque, on le sait, c'est cette grande figure occidentale de la consécration de l'auteur. Il fut, au XIVe siècle, l'un des tout premiers écrivains à revendiquer une autorité souveraine sur son œuvre écrite. Il fut aussi celui qui voulait élaguer la forêt obscure de la grande glose médiévale et pour aller droit aux autorités du passé, pour convertir, au fond, cette civilisation du remploi par une société de la citation. C'est-à-dire où l'on assigne directement aux auteurs les énoncés qui nous plaisent, comme disait Sénèque, la citation est le contraire du remploi, au sens où la citation sépare, tandis que le remploi assimile. Pétrarque cite Ambroise, mais ne le remploie plus. Ambroise est vivant, sans doute, mais il vit désormais au passé. Il peut alors réapparaître, non pas dans cette survivance obstinée, renouvelée du remploi, ce surplus de vie, ce Nachleben, proprement médiéval, mais dans la vie même renaissante, donc qui revient comme toujours ce thème spectral du revenant. C'est-à-dire que, vous voyez, Pétrarque se rapproche tant de l'homme de l'Antiquité qu'il croit pouvoir le fixer, les yeux dans les yeux, tandis que du même mouvement, il éloigne le paysage, les murailles de la ville, les Alpes couvertes de neige. Et dans cette intimité et cette distance se joue le nouveau rapport au monde que défendent les humanistes. Qu'est-ce qu'un auteur? Qu'est-ce qu'un revenant? Qu'est-ce qu'un souvenir? Qu'est-ce qu'un visage? Qu'est-ce qu'un paysage? Oui, décidément, on pourrait s'arrêter longuement sur cette lettre de Pétrarque, et on reviendra sans doute lors d'une autre séance, mais je voudrais ici ramener mon propos sur un fil politique, l'aiguiser, l'effiler, en somme, au tranchant du politique. C'est-à-dire que Pétrarque est à Milan, j'y reviens, à l'invitation du seigneur Giovanni Visconti, archevêque et dominus de la ville, parce que désormais, la ville est gouvernée par un seigneur. La ville, mais pas seulement elle, son territoire, d'où effectivement la première définition simple, historiographique, que je propose de la seigneurie comme effectivement personnalisation du pouvoir et élargissement de son ressort de gouvernement à un territoire au-delà de la cité. Mais pour justifier cette amitié politique, il travaille avec zèle à défendre le bon gouvernement de la seigneurie, c'est-à-dire au fond l'idée que la seigneurie est la poursuite de la commune par d'autres moyens.
Dans cette même lettre que je viens de citer longuement, Pétrarque évoque ce très grand prince italien qui me retint auprès de lui avec beaucoup d'affabilité et avec des marques d'honneur que je n'ai pas méritées, ni espérées, ni, pour parler franchement, désirées. Voilà d'ailleurs ce que lui reprochait très amèrement son ami Boccace. Dans une lettre datée du 18 juillet 1353, donc un mois avant celle que je viens de vous citer, qui est donc au fond la réponse à cette lettre de Boccace qui l'avait embarrassé, mais évidemment ce n'est pas à Boccace qu'il répond, parce qu'il est en train d'écrire une correspondance. Bon, donc peu importe les délicatesses. L'auteur du Décaméron, donc, dans cette lettre, écrivait à son ami Pétrarque pour lui dire combien sa désinvolture politique l'avait déçu. Au fond, Pétrarque, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas à Milan? Pourquoi tu vas voir un tyran? Toi dont le père était notaire à Arezzo, toi dont le père fut banni en 1303, 2 ans après Dante, pris dans le même piège politique que lui, échouant comme lui, obligé comme lui à l'exil. Comment peux-tu trahir ton engagement dans les idéaux civiques de la commune en se mettant au service des puissants du moment et en particulier du seigneur de Milan qui est l'ennemi mortel de Florence? Boccace dénonce donc la trahison de Pétrarque et l'on pourrait dire que c'est de cette trahison politique que se paie le prix de cette aventure littéraire qu'on appelle l'humanisme. Les deux sont intimement liés. Je cite Pétrarque dans La vie solitaire, qui est le texte qu'il écrit à Milan. Vivre dans la liberté sans manquer de rien, ni être soumis à personne. Voilà ce qu'est effectivement ce que propose, au fond, la vie de cour. Parce que, évidemment, vivre sans manquer de rien, il faut bien, tout de même, quand on refuse par ailleurs de travailler, eh bien, il faut bien quand même qu'une cour vous accueille. Alors, cela a été longtemps la cour du pape Clément VI, c'est désormais celle de Giovanni Visconti. Tout cela s'accompagne d'une conception aristocratique de son public, qu'il rêve d'entraîner à l'écart du monde, comme les Happy Few de Stendhal. Je ne m'adresse pas à tout le monde, mais à toi, à moi, à la poignée d'hommes auxquels convient ce choix d'exception. Si nous suivons notre propre nature et non les propos du peuple, il n'y a rien qui soit mieux fait pour nous. Voilà donc de quoi je souhaite vous parler aujourd'hui. De ce que l'historiographie traditionnelle appelait jadis le passage de la commune à la seigneurie et de ce que l'on peut appeler plutôt aujourd'hui la seigneurialisation des institutions communales, l'insignorimento, c'est-à-dire au fond la manière dont, non pas un changement de régime, mais un changement, je dirais, de mode d'exercice de ce régime à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle. Déjà, Salim Béné Adam, dans sa chronique 1250, comptait une trentaine d'hommes qui exerçaient un pouvoir seigneurial, dominium, sur une ville. Tout cela, effectivement, a été d'abord exacerbé par l'historiographie qui voyait, comme Boccace, une trahison des idéaux civiques. Et puis, qui, depuis une dizaine d'années, sous l'impulsion d'Andrea Zorzi pour Florence ou d'Andrea Gamberini pour Milan, a commencé à dédramatiser, au fond, la coupure seigneuriale en insistant sur l'aspect graduel et réversible de ce qui n'était rien d'autre qu'une expérience politique, moins, je l'ai dit, un changement de régime qu'une inflexion dans le mode de gouvernement. Il n'en demeure pas moins que cette dédramatisation, si elle ne souhaite pas devenir une dépolitisation, doit aussi rendre compte du conflit de valeurs que constitue également le passage à la seigneurie. C'est une période que j'ai déjà traitée, et c'est un problème que j'ai déjà traité dans mon livre « Conjurer la peur », voilà 3 ans. Et 3 ans plus tard, je me dis qu'au fond, si on veut penser historiquement les formes, les rythmes et les modalités de la dégradation démocratique, il y a peut-être urgence à écarter la réflexion de la fascination qu'exercent sur nous les moments paroxystiques de bascule brutale vers la tyrannie, pour nous approcher de cette zone grise, au fond, n'est-ce pas, notre histoire commune aujourd'hui,
c'est-à-dire de régimes qui prétendent demeurer démocratiques, mais qui sont teintés d'une attirance un peu sourde pour la personnalisation du pouvoir et pour des modes autoritaires de gouvernement. Et c'est bien de cela dont il s'agit, c'est-à-dire au fond d'une forme, sinon de dégradation ou de pente, du moins de lente, réversible, mais continue progression vers des formes autoritaires de pouvoir. Mais, pour le comprendre, reprenons plutôt le fil de cette histoire où nous l'avions laissé il y a 15 jours, en ne présumant pas du moment où ce fil nous ramènera à notre petite pelote ambrosienne. Nous sommes en 1262 et Ottone Visconti est élu par surprise archevêque de Milan. Par surprise parce que c'est un outsider qui est issu d'une famille aristocratique qui s'est hissé dans l'entourage épiscopal et notamment parmi les feudataires de l'archevêque de Milan, qu'on appelait la Militia Sancti Ambrosi. Tiens, déjà, le revoilà. Il parvient à relever la faction nobiliaire qui est affaiblie par la victoire de la Credenza di Sant'Ambrogio de 1258. Et il fait, après la victoire, une victoire militaire à Desio, parce qu'on parle d'évêques qui font la guerre. Il fait son entrée à Milan à la tête d'une armée d'exilés dans la nuit du 20 au 21 janvier 1277. Et le lendemain, Ottone Visconti se fait proclamer Dominus, Seigneur. Et c'est la première fois à Milan. Il n'est pas, en revanche, le premier évêque d'Italie du Nord à fonder une seigneurie. Il s'appuie sur l'autorité métropolitaine que lui confère son siège archiépiscopal pour construire cet État territorial et pour asseoir un pouvoir de type dynastique en stabilisant le jeu des factions, notamment en s'opposant aux délateurs et qui s'appuie sur la pars populaire. Mais il faut également prendre pied dans une histoire qui, à Milan, est aussi celle de la confusion des pouvoirs entre autorité épiscopale et puissance publique. Donc, de retour d'exil, où Ottone Visconti s'installe, il occupe l'ancien palais de celui qui, lui aussi, avait dû fuir la ville pour défendre sa liberté, Galdino della Salla. Vous vous en souvenez peut-être, Galdino della Salla, cet archevêque nouvel-ambroise qui était représenté sans doute également, lui aussi, comme dans son action politique sur la Porta Romana. La politique, d'ailleurs, d'Ottone Visconti, défense de la liberté de l'Église, lutte contre la dissidence religieuse, assistance aux démunis, facilite la régénération du souvenir de Galdino della Salla, ce qui est bien, au fond, une manière, me semble-t-il, pour le nouveau seigneur de Milan, d'investir prudemment la memoria ambrosienne sans heurter de front les valeurs civiques qui lui étaient attachées, au fond, de devenir un nouvel Ambroise. Et d'ainsi s'approcher de ce qui demeurait tout de même accroché, nous l'avons vu ensemble, à la pars populi, c'est-à-dire la préférence ambrosienne du souvenir politique, mais tout en, justement, discriminant l'héritage, rejetant tout ce qui pouvait faire obstacle à son pouvoir personnel. Alors, est-ce que ça a marché? Alors, si on essaye de se reporter 100 ans plus tard, en 1385, effectivement, ça a marché puisque les Visconti, 100 ans plus tard, sont toujours au pouvoir, que même ils sont devenus ducs et que le duc de Milan, Gian Galeazzo Visconti, est en train de faire de la cathédrale de Milan, enfin tente de le faire en tout cas, il n'y arrivera pas tout à fait, un mausolée dynastique. Et pour exprimer effectivement cette prise, cette captation seigneuriale de la cathédrale, il se lance dans un grand chantier qui va être un chantier très contesté parce que justement la commune qui demeure toujours vivante, vivace, résiliente,
sous l'emprise seigneuriale, eh bien, ne l'accepte pas avec, je dirais, le même enthousiasme que la cour seigneuriale souhaiterait qu'elle y consente, eh bien, donc, grand chantier princier, qui est celui du dôme de Milan, avec la fenêtre d'abside du chœur, où l'on voit une razza, c'est-à-dire une étoile de vipère ondoyante, qui est le symbole dynastique des Visconti, soutenue par le relief sculpté de l'Annonciation. Et là, évidemment, vous allez être condamné à me croire sur parole, c'est que ces deux saints, vais-je réussir, oui, ici et là, qui sont donc séparent la Vierge de l'ange Gabriel, sont respectivement Ambroise et Galdino della Salle. Derrière la cathédrale, derrière la fenêtre, il y a le tombeau double d'Ottone Visconti et de Giovanni Visconti. Donc on a là une sorte de réconciliation de la possible de la seigneurie des Visconti avec la mémoire ambrosienne via ce personnage, un pont, que serait Galdino della Salle. Ainsi s'achèverait l'entreprise de captation seigneuriale du souvenir ambrosien, d'abord menée prudemment, patiemment, à petits pas, usant du souvenir de Galdino della Salla comme effectivement d'une passerelle qui mène d'Ottone à Ambroise. Mais les choses sont toujours plus compliquées que ça, et si je regarde ce palimpseste d'un missel plénier de la seconde moitié du XVe siècle, là encore, vous allez devoir, je le crains, me croire sur parole, eh bien, vous voyez qu'ici, on a un Gottardi, Episcopi, l'évêque Gothard, Saint Gothard, celui évidemment dont on aura à reparler tout à l'heure, mais c'est un peu bizarre, il y a là un palimpseste, ça a été gratté, pas le G, mais là, Gottardi, si on regarde un petit peu comme vous ne pouvez pas regarder, c'est-à-dire vraiment le manuscrit, on voit que ce qui est derrière, donc le palimpseste, c'est Aldino, c'est-à-dire c'était pas Gothard, c'était Galdino, et c'était pas derrière le E, ici, il y a un archi-épiscopie. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, au XVe siècle, la mémoire de Galdino della Salla devient soit inutile, soit gênante, et on la remplace dans ce missel par San Gottardo, au moment d'ailleurs où, vous allez le voir, l'essentiel de l'histoire que nous avons à raconter se passe à San Gottardo, c'est-à-dire dans la chapelle attenante au palais seigneurial. Donc, les choses ne se passent pas aussi vite, aussi bien, donc j'ai été trop empressé, donc on va rallumer la lumière, parce que, d'une certaine manière, ce n'est pas ainsi que s'est constituée la mémoire ambrosienne de la dynastie viscontienne. On peut donc reprendre l'histoire, une fois encore, à la prise de pouvoir d'Ottone Visconti, 1277, qui ne marque pas, en fait, d'un coup, l'emprise des Visconti sur la ville, puisque l'autre faction, la faction populaire, les Della Torre, n'ont pas dit leur dernier mot, tenteront d'imposer le pouvoir sur la ville, et puisque, effectivement, comme l'historiographie récente nous l'enseigne, d'une certaine manière, l'expérience seigneuriale est une expérience qui est réversible, et à tout moment, effectivement, elle ne fait que, au fond, surmonter, et exactement comme un palimpseste, elle ne fait que se mettre au-dessus des institutions communales qu'elle fait jouer à son profit, mais à tout moment, ces institutions communales, qui ne disparaissent pas sous effectivement la couche seigneuriale, peuvent être réactivées. Et comment les réactiver? C'est là où intervient un texte, qui me semble être un texte instaurateur d'espace, comme le dit Dominique Young-Apra dans son dernier livre, Cité de Dieu, Cité des hommes, qui précisément décrit
la manière dont l'architecture devient la métaphore constituante de la société chrétienne et de la société tout court à partir vraisemblablement du XIIIe siècle. C'est un texte qu'il interprète également dans ce livre et qui s'appelle le De Magnalibus Mediolani, 1288, le frère humilié Bonvésine de la Riva, qui est un maître de grammaire, qui est frère humilié, c'est-à-dire effectivement c'est un des ordres mendiants de la ville, très proche des milieux marchands, et qui écrit, qui est d'ailleurs directement investi dans l'administration, et en particulier l'administration fiscale de la ville, donc ce n'est pas du tout un religieux éthéré, il est dans la vie et dans la ville, et il écrit cet éloge de la ville de Milan, qui est un éloge d'abord du bâti. C'est-à-dire que ce qu'il décrit là, ce n'est pas du tout justement l'ombre de la cité de Dieu sur terre, mais précisément une ville construite, une ville dans son bâti, une ville dans son enveloppe monumentale, dont il va décrire l'éloge par le chiffre. C'est ça qui a beaucoup caractérisé et a fait la gloire, au fond, de ce texte, c'est que c'est un éloge de la mesure, mais un éloge mesuré de la mesure. C'est-à-dire qu'une commune, c'est d'abord une ville, et une ville, c'est d'abord tant de moulins, tant de ponts, tant d'églises aussi, mais justement, l'ecclésiastique est intriqué dans le civil, et d'une certaine manière, la forme matérielle de la ville est à la fois non seulement le décor de sa vie politique, mais aussi, et c'est ça la force de ce texte, peut-être ce qui peut faire résister son régime politique à la seigneurialisation rampante de ses institutions. Parce que pourquoi Bonvésine de la Riva écrit en 1288 le De Magnalibus Mediolani? Parce que, précisément, il croit que la marche à la seigneurie peut encore être enrayée. Parce qu'il croit que rien n'est écrit, que tout reste possible, et qu'il est de son devoir de mobiliser les ressources de la culture communale, les vertus civiques, pour imposer à ses compatriotes le miroir d'une grandeur passée et présente, afin qu'ils ne la souillent pas d'un présent indigne. Donc, au fond, lorsque menace un régime adverse, eh bien, ce qu'écrit Bonvésine de la Riva, c'est qu'il y a une nécessité ardente et civique à rappeler, mais à rappeler simplement, dans la matérialité obstinée et têtue d'une ville telle qu'elle est construite par les hommes, ce qui fait la spécificité de son passé. C'est un moment important de la civilisation communale, et effectivement, si Bonvésine de la Riva puise dans le répertoire rhétorique des Laudes Civitatum, il n'en impose pas moins à l'éloge de la ville cette innovation majeure qui est, je l'ai dit, l'intrusion du chiffre, une sorte d'encomiastique de la comptabilité dans l'éloge de ville, mais aussi, d'une certaine manière, une façon de traiter de la dignité spirituelle de Milan comme, au fond, un des aspects de sa grandeur civile. 92 évêques, 60 corps de saints, d'innombrables martyrs, c'est comme ça effectivement qu'il va compter la gloire de Milan, exactement comme il compte les moulins. Et dans ce monument élevé à la gloire des vertus civiques, tout devient ambrosien. C'est-à-dire que nous avons tenté de comprendre ensemble de quoi Ambroise est-il le nom, comment, d'une certaine manière, l'aura de ce grand nom en vient à étendre son ombre bienveillante sur l'ensemble d'un lexique. D'abord, c'est la liturgie qui est ambrosienne, puis l'Église, puis la commune, et dans Bonvésine de la Riva, eh bien, le qualificatif ambrosien apparaît 38 fois dans le texte pour désigner l'Église, le pain, le peuple, la terre, les moulins, l'histoire. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il y a une sorte de dispersion de la référence ambrosienne pour à la fois qualifier et fortifier un passé commun qu'il tente de mettre, au fond, en travers d'une évolution historique
qu'il ne souhaite pas voir advenir. Voilà. C'est ça, évidemment, la force et peut-être la beauté de ce texte. La force et la beauté de ce texte étant aussi d'avoir été démenti par l'histoire. Car, enfin, ce n'est pas seulement que les Visconti vont prendre Milan, ce n'est pas seulement qu'ils vont s'emparer de la ville, c'est aussi qu'ils vont recouvrir la mémoire civique de la capitale lombarde et leur politique monumentale, leur politique édilitaire, évidemment, a en charge d'exprimer la manière dont ils vont réaffecter les traces de ce passé communal glorieux au présent de leur glorification dynastique. Il y a un texte, il y a un autre texte, car évidemment, dans ce monde d'intellectuels, puisque ce dont je parle, c'est bien de cela, c'est d'un régime politique qui est en train de basculer et des intellectuels qui consentent, dont certains intellectuels consentent, la plupart en réalité, et ce dont je parle, sans doute en sous-conversation, en mettant effectivement Pétrarque en avant de cette leçon, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, au fond, les pouvoirs autoritaires plaisent tant aux intellectuels qui veulent vivre une vie libre. C'est ça, cette étrange connivence entre l'humanisme de Pétrarque et ce que Boccace appelle sa trahison politique. Galvano Fiamma, on y revient. Galvano Fiamma, cet étrange historien que l'on retrouve à tous les carrefours de la mémoire ambrosienne. Galvano Fiamma, homme de savoir, homme de pouvoir, tenant la chaire de droit canon, de théologie et de médecine du couvent dominicain de Pavie, infatigable propagandiste des Visconti, qui présente la seigneurie comme l'achèvement historique de la commune, dont l'œuvre historiographique ramène l'ensemble des valeurs communales civiques au présent, une fois encore seigneurial. Galvano Fiamma, donc, est l'homme clé de cette politique monumentale, notamment en écrivant ce livre qui s'appelle, ben oui, vous me faites tousser aussi, à force de tousser, vous voyez, vous pouvez être fier, c'est ça aussi, un public. Bon. Galvano Fiamma, écrit dans le De Rebus Gestis ab Adzone, des faits et gestes d'Adzone et Visconti, ce qui est vraisemblablement la première réplique politique au texte de Bonvesine de la Riva. Des faits et gestes d'Adzone et Visconti. Adzone et Visconti, petit-fils de Matteo Visconti, qui fut, après l'intermède des Dellator et seigneur de Milan de 1313 à 1322, Adzone est par son nom, par son prénom même, emprunté au répertoire onomastique des marquis d'Este. N'oublions pas que Ferrare est un des berceaux du pouvoir seigneurial en Italie du Nord. Adzone est donc l'homme de l'ambition viscontéenne de fonder une seigneurie héréditaire. Cette seigneurie héréditaire, elle est évidemment légitimée par le vicariat impérial. Il a, comme l'avait fait son grand-père, d'abord souhaité fonder sa légitimité politique sur la reconnaissance impériale, donc en janvier, ça se paye une reconnaissance impériale, hein, c'est 25 000 florins, et effectivement l'empereur vous nomme vicaire impérial. Mais évidemment, ça ne suffit pas, et ça ne suffit pas pour effectivement fonder un pouvoir, justement, si on le souhaite, comme les Visconti le souhaitent désormais, c'est-à-dire dans la continuation communale, et alors que Matteo Visconti avait imposé à la ville avait été au fond imposé à la ville plus que choisi par elle et ne pouvait justifier ses décisions que par délégation impériale, Adzone, lui, trouve des bases proprement milanaises à son pouvoir puisqu'il se fait acclamer par l'Assemblée générale des citoyens comme dominus generalis. Donc, d'une certaine manière, c'est la première seigneurie, 1328-1338, qui
s'ancre dans l'histoire communale, qui conquiert la durée dynastique, et qui élargit sa domination à 122 cités et quasi-città de l'Italie du Nord, qui fait que, en gros, la seigneurie des Visconti va se confondre avec la Lombardie milanaise. Et cet idéal communal du bien public va donc, chez Azzone et Visconti, survivre transfiguré dans la notion seigneuriale de magnificence. C'est ce que j'ai tenté de montrer dans une œuvre de jeunesse, dans ma thèse, pour tout dire, où je trouvais que dans ce livre de Galvano Fiamma, eh bien, d'une certaine manière, il décrivait la politique monumentale du prince comme à la fois une politique de continuité avec le passé communal, c'est-à-dire que Azzone et Visconti proprement investissent les lieux anciens, il réaffecte les traces, c'est-à-dire qu'il les resémantise, c'est-à-dire qu'il va effectivement imposer sa marque monumentale dans l'église, la cathédrale, sur les portes de la ville, c'est-à-dire sur l'ensemble de l'enveloppe monumentale de la commune, mais en même temps, il fait ce geste de rupture, qui est aussi celui de la rupture seigneuriale, ce geste de rupture de créer un palais qui est effectivement le palais attenant à la chapelle dont j'ai parlé, San Gottardo, la voilà, qui est un palais fait, dit Galvano Fiamma, pour stupéfier, pour intimider, pour marquer avec éclat l'écart que la seigneurie crée vis-à-vis du passé communal. Il y a donc, au fond, pour comprendre cette bascule politique, à saisir du même coup, et c'est cela que la forme de la ville, d'une certaine manière, suggère, et fait plus que suggérer, au fond, donne comme expérience commune à ceux qui veulent l'habiter. Il y a donc à comprendre à la fois cet effet de continuité et cet effet de rupture. C'est-à-dire, pour que ce pouvoir s'installe, et surtout pour qu'il dure, il faut qu'il se présente comme la continuation de la commune par d'autres moyens, et qu'en même temps, il fasse des gestes de rupture, des coups de force. Et ce palais, le palais d'Azzone et Visconti, on y reviendra, est un coup de force. Donc, c'est pour ça que, évidemment, l'ambivalence profonde de cette question, elle résulte dans la manière dont la seigneurie se présente à la fois comme la continuation et la négation de la commune. Alors, une fois de plus, nous avons perdu Ambroise en route. Mais, patience, il revient. Et il revient comme il est toujours revenu, c'est-à-dire par la porte du rêve. C'est souvent par le rêve que les spectres se rappellent à notre bon souvenir. Dans son livre si touchant sur la mort de son frère, Satyrus, Ambroise lui-même raconte comment il fut surpris de retrouver en songe la présence chaleureuse d'un frère dont il déplorait la mort précoce et qui venait le consoler. Mais lorsqu'il faisait lui-même irruption dans le rêve des hommes qui le vénéraient ou le redoutaient, c'était le plus souvent pour menacer ou pour encourager au combat. Vous vous souvenez peut-être de ce cauchemar de l'empereur Conrad II qui, en 1037, avait vu en songe Ambroise surgir et avait compris que l'heure de la commune était venue. Eh bien, je voudrais parler maintenant d'un autre songe politique décisif qui marque avec éclat justement cette politique de la rupture que crée l'ordre seigneurial. Nous sommes le 21 février 1339 à Parabiago et le spectre d'Ambroise revient pour chasser les ennemis de la liberté. Le voilà vêtu de blanc, le fouet à la main, donnant la victoire au seigneur de Milan, Lucchino Visconti. Mais de quelle victoire s'agit-il et pour quelle portée? En fait, la bataille de Parabiago, c'est une petite chose, puisque c'est une faction rivale des Visconti qui s'oppose à une autre, et on se dit,
eh bien, le saint combattant se déplace pour bien peu. Pour qu'est-ce qu'il y avait de si important comme enjeu le 21 février 1339 a donné la victoire à Lucchino plutôt qu'à ses adversaires. Là, précisément, parce que ses adversaires, cette coalition à l'orientation nettement gibelline, eh bien, donnait à voir une affaire de famille qui tourne mal, parce que la portée de cette lutte interne des factions milanaises, eh bien, est-elle, là encore, sur le plan mémoriel, nettement liée à une réminiscence impériale. Et donc, ceux qui vont monter en épingle cette victoire de Parabiago comme victoire seigneuriale des Visconti, en particulier toujours lui Galvano Fiamma, vont effectivement jouer des réminiscences impériales germaniques de ceux, et en particulier les mercenaires, qui étaient du côté adverse de Lucchino Visconti, de son cousin Lodrisio, qui, eux, étaient majoritairement germains. Et voilà que pour s'opposer à cette coalition hétéroclite, mais à l'orientation gibelline, Ambroise apparaît visibilitaire, sur le champ de bataille, vêtu de blanc, le fouet à la main, et repoussant les ennemis qui étaient sur le point de l'emporter. Voilà donc que ce revenant sert les intérêts de la puissance seigneuriale, et voilà surtout que cette victoire, qui est une victoire militaire, eh bien, enrichit le calendrier ambrosien d'une nouvelle fête commémorative. Désormais, nous aurons à fêter le baptême, 30 novembre, l'ordination, 7 décembre, la mort du saint, 5 avril, mais aussi Sant'Ambrogio della Vittoria, 21 février. Et ça, c'est une fête qui s'ajoute évidemment au calendrier ambrosien et qui est spécifiquement seigneurial. Et si on y regarde de plus près, cette entreprise de mémoire, c'est une entreprise de mémoire qui également, comme tout lieu de mémoire, eh bien, commémore un événement par l'inscription dans le temps, une nouvelle fête, 21 février, Sant'Ambrogio della Vittoria, et aussi un nouveau lieu, puisque l'Église qui est celle où le spectre d'Ambroise est revenu, est renommé Sant'Ambrogio della Vittoria, et refondé par justement l'archevêque de Milan et seigneur Giovanni Visconti, encore lui, le 8 janvier 1350. Mais si on lit de près d'ailleurs la narration du décret, on voit que ce n'est pas si simple, puisque effectivement le Seigneur veut se réserver le ius patronatus, le patronage de l'Église, mais qu'il n'y parvient pas tout à fait, puisque c'est la commune qui, elle encore, est à la manœuvre pour résister à cette captation seigneuriale du souvenir. Reste qu'en développant une politique cohérente de commémoration de la bataille de Parabiago, les Visconti parviennent à s'emparer du souvenir ambrosien par la force, d'une certaine manière, puisque toute cette politique, ou en tout cas un coup de force, puisque toute cette politique des petits pas, on voit, eh bien, elle se heurte aussi à la résilience. Un palimpseste n'est jamais complet. On voit toujours derrière, vous l'avez vu ou deviné, ce qui a été gratté. Les Visconti parviennent donc à s'emparer du souvenir ambrosien en le militarisant, en faisant un saint cavalier, mais pas au sens nécessairement où il est à cheval, pas encore, mais au sens où il est le saint des cavaliers, c'est-à-dire de ceux qui combattent à cheval, c'est-à-dire de la militia, c'est-à-dire de la faction aristocratique qui défend à ce moment-là le régime viscontin. Il ne s'agit assurément pas d'une innovation. On a vu combien depuis la Pataria, la figure d'Ambroise était devenue, et de plus en plus nettement, une ressource de mobilisation collective pour conforter des appartenances sociales, pour façonner des identités politiques. On a vu combien Ambroise était devenu un saint militant. On a vu combien les combattants de la mémoire
se ralliait volontiers à l'énergie du lutteur, dont les faits d'armes contre les hérétiques, contre les juifs, contre les impériaux, contre tous les ennemis de la libertas, de l'Église et de la commune, sont constamment rappelés. On a vu comment, effectivement, dès le XIIe siècle, il brandit son fouet au-dessus de ses adversaires, qu'il châtie, qu'il menace, qu'il combat. On a vu qu'il est cet athlète de la foi tel que Ambroise lui-même, dans son De Jacob et Vita Beata, se décrivait, évêque en lutte contre les hérétiques, comme un athlète plein de vigueur qui rend coup pour coup. En faisant un usage militaire du saint combattant, les seigneurs de Milan s'inscrivent donc dans la continuité d'une tradition communale. L'effigie d'Ambroise, on l'a dit, était peinte sur la bannière qui claquait au vent des batailles lorsque les troupes milanaises se massaient derrière le Carroccio. C'était le nom d'Ambroise que les prêtres criaient avant l'assaut pour leur donner du courage, et il arrivait même, lors des grandes occasions, d'exhiber des reliques, comme le célèbre bras de saint Ambroise qui accompagne les chevaliers lombards lors de la première croisade. Il n'empêche que cette militarisation du souvenir constitue, y compris sur le plan iconographique, une rupture avec l'histoire que nous avons eu à raconter. Et pour cela, je voudrais vous faire voir, pour terminer, une dernière image ou une dernière série d'images. C'est Giovanni Visconti qui a commandé le monument funéraire d'Azzone Visconti dans la chapelle San Gottardo in Corte. Et c'est ce mausolée que je voudrais vous faire voir. Il l'a commandé en demandant à un artiste toscan qui s'appelle Giovanni da Balduccio, qui est pisan, une sculpture, et Giovanni da Balduccio avait déjà été lui-même employé par Azzone Visconti. Et il avait été employé par Azzone Visconti dans cette entreprise monumentale dont Galvano Fiamma s'est fait le théoricien, puisqu'il s'agissait effectivement de marquer de sa présence politique tous les hauts lieux de la cité communale. C'est Giovanni da Balduccio qui avait sculpté, comme ici la Pusterla Sant'Ambrogio, toutes les entrées de la ville où Azzone Visconti se faisait donc le mécène, en plus manifestant son goût d'avant-garde, puisque là on est dans de la sculpture toscane qui est véritablement la sculpture à la mode, et aussi c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui très vilainement dans le discours politique de la triangulation, c'est-à-dire qu'il prend un artiste communal, toscan, pour effectivement, via évidemment la figure d'Ambroise, pour exalter le pouvoir seigneurial. Alors, c'est donc cet artiste, et se pose aussi la question des artistes qui, comme les Siennois, comme les Pisans, ou même simplement comme Giotto, vont indifféremment travailler pour la commune, pour la seigneurie, et donc bien loin de cet idéal de l'artiste engagé que nous souhaiterions voir sitôt accompli. C'est l'atelier de Giovanni da Balduccio qui, effectivement, a donc produit toutes ces effigies d'Ambroise qui viennent timbrer les grandes entrées de Milan et ainsi réaffecter ces traces communales au présent seigneurial. Giovanni da Balduccio est donc également l'auteur de ce mausolée d'Azzone Visconti à San Gottardo in Corte que je voudrais vous faire voir pour terminer. Ce gisant d'Azzone est placé au-dessus du sépulcre. Alors il est aujourd'hui en pièces détachées pour en saisir l'entièreté de la cohérence. Il faut se reporter, comme ici, à
à des schémas du XVIIIe siècle qui le représentaient déjà en place. Et là, on voit, mais ce n'est pas un commentaire d'histoire de l'art que je veux vous proposer, on voit l'influence notamment des grands tombeaux napolitains, de toute cette sculpture funéraire dont Erwin Panofsky a montré qu'elle décrivait à la fois une victoire sur l'immortalité, et vous voyez le gisant d'Azzone et Visconti qui est accueilli par les anges au ciel en haut, et c'est évidemment quelque chose d'important quand on sait que Azzone lui-même a eu quand même quelques soucis avec le pape, puisque évidemment cette délégation impériale du pouvoir heurtait la cause guelfe. Cette victoire sur la mort, cette promesse d'immortalité, elle est au fond également supportée par un soubassement beaucoup plus narratif qui, toujours pour Erwin Panofsky, tente à perpétuer la mémoire d'œuvres et d'événements spécifiques et individuels, et au total constitue l'une des premières attestations de ce récit élogieux envahissant la sculpture funéraire en Italie. Alors que voit-on ? On voit un personnage qui est un personnage, le voilà d'un peu plus près, qui est Ambroise, mais un Ambroise, vous voyez, sévère, qui est un Ambroise en général victorieux et qui vient recevoir, justement, en triomphe, l'hommage des cités. Donc, on voit d'abord ce que c'est qu'une seigneurie, c'est-à-dire un État territorial qui résulte de cette capacité d'une cité dominante, d'une capitale, Milan, à polariser un espace politique. Et qui vient comme, au fond, en triomphe, voir un général victorieux et même lui apporter à ses pieds des trophées, qui vient donc en procession. Et on peut reconnaître ce que c'est d'ailleurs que les processions civiques des cités sujettes qui, tous les ans, amenaient à la cathédrale de Milan des offrandes, en particulier souvent de la cire, pour marquer cette suggestion, et bien justement, toutes les cités lombardes venant décrire cette puissante polarisation de l'espace milanais. Comment sont représenter ces allégories, précisément, vous le devinez, avec des saints. Ici, à chaque fois, ce sont les saints patrons de chaque cité qui viennent présenter leur propre cité, qui elles-mêmes sont donc représentées le plus souvent par soit leur héraldique, soit des objets symboliques. Ici, c'est la cité de Côme, donc, qui vient présenter un bateau, puisque c'est évidemment la navigation du lac de Côme, et qui est soutenu par son saint qui est Abondio. Vous avez ici respectivement Bergame, Vercelli, Côme, Brescia, Crémone et Plaisance. Et d'ailleurs, lorsque on compare la date à laquelle donc, ces cités intègrent le dominium viscontéen à la date supposée de commande de cette œuvre, 1342-1346, on voit que c'est une histoire immédiate qui est ici représentée. Donc, ce que le mouvement qui est ici très clairement désigné, c'est effectivement le mouvement même de la construction d'un État territorial. Mais ce qui m'importe aussi, c'est évidemment la manière dont Ambroise joue son rôle dans cette histoire. Alors, regardez-le. Il a à la droite, il porte avec, par sa main droite, le vexillum, c'est-à-dire effectivement le drapeau de la commune. Et puis la main gauche s'est cassée, mais on peut hypothétiser que c'est quelque chose
comme une lance ou un sabre. Ce qui est plus intriguant, ce sont les deux personnages qui le flankent, qui eux-mêmes, vous voyez, ont l'air sévères, pour ne pas dire revêches. Différentes interprétations ont été proposées. Certains ont d'abord commencé à dire que c'était respectivement le duché de Gallura et le duché, la seigneurie de Gallura et la seigneurie de Milan. Ça me paraît trop asymétrique pour être réellement effectif. Evelyn Welch désigne à gauche l'allégorie de la commune de Milan et à droite ce personnage, oui, à droite pour vous, comme l'empereur. Et de fait, il a le globe, mais il n'a pas du tout le faciès d'une allégorie impériale. Il a en revanche des attributs impériaux. Et au fond, ce qui me semble, en tout cas c'est l'hypothèse que j'ai proposée, ce qui me semble le plus probable, c'est qu'on a là, au fond, les deux parties de Milan. À gauche, la bourse qui est à la ceinture désigne effectivement la disponibilité monétaire qui est le propre des marchands, donc du popolo. Donc on a là, tout dans son allure, tout dans son vêtement, désigne effectivement la part populaire de la commune. Alors qu'à droite, effectivement, on a une représentation qui, effectivement, y compris dans ses attributs gibelins, désigne cette parse de la militia qui elle-même est attirée par les valeurs impériales. Mais alors, regardez, ça veut dire que vous avez d'un côté la partie populaire de la commune qui tient la hampe du vexillum d'Ambroise, et de l'autre, effectivement, la partie militaire qui tient peut-être son sabre. Il y a là vraisemblablement une représentation de cet état d'équilibre que la commune, telle qu'elle se survit dans la seigneurie, eh bien, crée par la représentation d'Ambroise. Voilà, au fond, qui fait clairement allusion, me semble-t-il, à cet insignorimento de la mémoire ambrosienne qui fait du saint militant un saint militaire. Et voilà d'ailleurs pourquoi, à partir de ce moment-là, il peut être figuré de manière beaucoup plus agressive. Je passe, parce que je n'ai pas le temps, sur d'autres représentations, mais pour vous dire que cette représentation d'un saint qui est au départ un saint bénissant, tel qu'il apparaît justement dans le Florin de Giovanni Visconti, vers un saint plus militaire, eh bien, il a évidemment des conséquences qui sont des conséquences iconographiques. Parce que Ambroise, à quoi ressemblait-il? Je vous posais la question tout à l'heure, la question de qu'est-ce que c'est qu'un portrait ressemblant dès lors qu'on ne voit plus effectivement le visage qu'il représente. En tout cas, on y reviendra peut-être dans la dernière séance, mais cette mosaïque de San Vittore in ciel d'oro est la représentation la plus ancienne d'Ambroise. Elle date peut-être du 5e siècle, donc elle est très proche de la vie d'Ambroise lui-même, et elle le représente effectivement comme un jeune homme à la romaine, désigné effectivement par son vêtement comme justement un homme politique de l'ordre romain avec la barbe rase, et d'ailleurs l'image qu'a vue Pétrarque, c'est probablement celle-là, et celle, un tondo du XIIe siècle, et vous voyez que tout, y compris d'ailleurs dans la coiffure, reprend l'iconographie de San Vittore in ciel d'oro et est toujours lié à cet homme jeune qui est effectivement dans l'action politique. Au fur et à mesure, à partir du XIIIe siècle, eh bien, il prend de l'âge, il s'empâte, il a une barbe qui blanchit et qui se fournit, et il devient effectivement un père de l'Église qui a toujours son fouet, vous le voyez ici, mais le fouet, il est
accroché, quoi. Il est accroché quelque part dans le salon, c'est-à-dire qu'on s'en souvient, mais c'est pas un salon, hein, c'est un studio. On s'en souvient, mais d'une certaine manière, voilà, c'est cet assagissement de l'image du saint que, justement, la rupture seigneuriale vient brutalement rompre, puisque cette militarisation du souvenir, eh bien, elle se caractérise par justement l'apparition notamment de la figure équestre au XVe siècle, de la bataille de Parabiago, mais voilà pourquoi j'ai appelé cette séance les saints cavaliers, et voilà pourquoi, d'une certaine manière, ce dont on aura à reparler à partir de dans 15 jours, c'est justement de cette question de l'appropriation, cette fois-ci princière, de l'autorité d'Ambroise. Un mot pour conclure, et pour conclure justement sur cette métaphore constante et obstinée que j'ai tenté de mobiliser aujourd'hui et les fois dernières, du spectre. Qu'est-ce que c'est qu'une histoire spectrale du souvenir d'Ambroise? À l'approche de la mort, on dit que Socrate n'avait pas peur. Il allait rejoindre le royaume des cieux et des dieux, et il savait, confiait-il à son ami Sébès, que l'âme, je cite le Phédon 81c, appesantie par la crainte de l'invisible, au moment du trépas, peut être retenue un peu du côté du monde visible. Et alors, je cite toujours le Phédon, elle hante les monuments et les tombeaux, où l'on voit parfois des spectres ombreux d'âme. Ce dialogue de Platon, où il avançait pour la première fois sa théorie des idées, était bien connu des auteurs latins, et notamment de Cicéron. C'est en partie par cet intermédiaire, comme l'a montré Jean-Claude Schmitt, mais aussi à travers Plutarque et Pline le Jeune, que la pensée médiévale élabore sa théorie des revenants. C'est-à-dire, au fond, tous ceux qui hantent les tombeaux, tous ces spectres ombreux d'âme qui sont retenus un peu du côté du monde visible. Pierre Courcelles, toutefois, a montré qu'Ambroise connaissait directement ce passage de Platon, du Phédon sur le fantôme, Eidolon, et que dans son commentaire sur Luc, il oppose la parole évangélique « tout ce qui aura été lié sur terre restera lié au ciel » à ce qu'il appelle la vetus sententia, qui affirme que même après la mort, l'âme peut rester liée au corps. Donc, une histoire spectrale, elle assume le fait que les spectres rôdent autour des tombeaux comme des remords, mais surtout comme les traces insistantes d'un passé qui ne passe pas. On pourrait dire au fond que ce sont les ratés du remploi, parce que le remploi médiéval ne peut jamais tout à fait convertir le passé. Il laisse systématiquement derrière lui comme des restes obstinés et sonores, des copeaux de mémoire inassimilables, inconvertibles, irrécupérables et qui menacent toujours de faire retour. Voilà pourquoi ce dont on aura à parler dans 15 jours, avec justement la brèche que crée la révolution ambrosienne dans ce souvenir apparemment apaisé d'Ambroise, c'est effectivement d'un retour du spectre, d'une résilience de ce qui, justement, jusque-là, avait été paisiblement recouvert. Et pour l'annoncer, eh bien, je voudrais citer cette phrase de Giorgio Agamben dans un texte intitulé « De l'utilité et de l'inconvénient de vivre parmi les spectres », qui est paru dans un ouvrage intitulé « Nudité ». De quoi est fait un spectre? De signes, ou plus précisément de signatures, c'est-à-dire de ces signes, chiffres ou monogrammes que le temps marque sur les choses. Un spectre porte toujours avec lui une date, c'est-à-dire que c'est un être intimement historique. Et c'est de cela, de cette histoire qui revient, et de la date qui la signe, dont nous aurons
à reparler dans 15 jours. Voilà, je vous remercie de votre attention.